Depuis plus de 40 ans, nous envahissons la fanfic et pourrissons vos histoires préférées. Qui nous sommes? Vous en avez sûrement une idée, bien que nous soyons en apparence tous très différents. Et combien? Difficile à dire, mais une chose est sûre, nous sommes légion. Heureusement pour vous, 5 d'entre nous se sont repentis. Ayant pris leur retraite, elles sont aujourd'hui bien décidées à vous aider à reconnaître leurs semblables et, si possible, à empêcher de la sorte les masses instruites de perpétrer cette espèce maudite. Nous appelle la Société des Marissus. Dissipons tout malentendu. Il est bel et bien ici question de la version dans la série télé Smallville de 2001 à 2011, pas du personnage en général tel qu'elle a pu apparaître dans les autres adaptations ou les comics. Non pas que le personnage de base soit exempt de défauts, loin de là, mais elle présentait alors d'autres problèmes d'écriture. Genre être un obstacle aussi récurrent qu'inutile. L'invention puis le maintien et l'utilisation, surtout dans les comics les plus anciens, de l'analangue sont d'ailleurs faits pour de mauvaises raisons, ou tout du moins des raisons difficiles à comprendre, tout comme l'existence de ces quelques fans, aussi incompréhensibles que le triangle des Bermudes et l'île de Pâques. Un petit historique s'impose. Pour vous, Lana était sans doute la première petite amie au lycée qui eut Clark alias Superman quand il vivait à Smallville, avant son départ pour Metropolis et sa rencontre avec sa future femme Lois Lane. Sauf que, chronologiquement parlant, Lois était bien la première apparue en tant que Love Interest déjà dans le tout premier numéro paru en 1938. Et elle le restera pendant près de 15 ans sans que nul ne s'interroge sur la jeunesse de Superman. Oui mais, en 1949, DC Comics souhaitait un nouveau titre sur Superman, leur meilleure vente jusqu'alors, sans pour autant payer des droits d'auteur à Joe Siegel et Jerry Shuster, les auteurs d'origine. D'autant que cette année-là, Siegel et Shuster s'apprêtaient à tenter un procès à DC Comics, qui perdront d'ailleurs, pour récupérer tous les droits de Superman, qu'ils auraient alors pu emporter chez un autre éditeur. Donc, en interne, on créa un titre baptisé différemment, Superboy, mais bel et bien consacré au même personnage, dans sa jeunesse donc, qui aurait décidé, encore écolier, de déjà porter son costume et d'avoir une identité secrète. Mais seul le décor changeait vraiment dans ce spin-off. Bref, un titre lancé pour des raisons bassement commerciales et légales. On y créa pourtant quelques personnages intéressants. Jonathan et Martha Kent, les parents adoptifs. Ils n'avaient pas de prénom jusqu'alors. La Légion des super-héros du futur, Bizarro ou Crypto le super chien. On créa aussi la ville de Smallville dans ce titre. Sauf que les scénarios n'étaient alors pas d'une haute volée intellectuelle. Comics Boot Code oblige, créé en 1954. Le dit code forçait les auteurs, sous couleur de protéger la jeunesse, à ne jamais montrer de drogue, de sexe, de meurtre, de violence. Bref, il restait plus grand-chose comme source de conflit pour l'histoire. Sinon la science devenue folle, les invasions extraterrestres, les combats avec des singes géants sur la face cachée de la Lune, et les complots liés à l'identité secrète. Toujours en raison de la popularité de Superman, 2 titres spin-off supplémentaires furent lancés à cette époque. Jimmy Olsen, Superman Pals, et Lois Lane, Superman Girlfriend. Le principal moteur des intrigues était qu'ils cherchaient tous deux à percer, sans y arriver, le secret de l'identité de Superman.
Si seule la curiosité de reporter semblait motiver, et Jimmy, Loïs espérait en sus que cela ferait s'envoler les craintes de Superman de se marier avec elle, pour des raisons liées à sa sécurité. Depuis 1938, les lecteurs pouvaient en effet se demander pourquoi Superman n'épousait pas la femme qu'il aime. Et en fait, Joe Siegel et Jerry Chester avaient d'ailleurs prévu de la mettre au courant de la double identité dès 1939, n'anticipant pas le succès futur. Il fut si grand que DC Comics ne voulut pas un effondrement des ventes lié à la fin du suspense, et Loïs devra attendre 55 ans pour mettre fin au mystère, ou plus exactement, pour voir ses soupçons se confirmer. Elle s'est toujours doutée que Clark et Superman aient monté dans son titre, dans les années 1950, toutes sortes de stratagèmes destinés à prouver cette théorie, mais que Superman compterait toujours, à coups de robots à son effigie, aide d'amis métamorphes ou déguisés, et autres canulars compliqués. Les personnages d'ici, durant l'âge d'argent, dans les années 1950 et 1960, avaient alors tendance à se jouer plus d'un sale tour, fût-ce à des amis ou à des amoureux. À une époque d'épisodes auto-conclusifs et où on se fichait de la continuité, les personnages s'infligeaient constamment des bonnes leçons façon Tom et Jerry, puisqu'on s'adressait à des enfants et qu'on voulait les moraliser tout le temps. On a dit que Superboy était scénaristiquement parlant un décalque du titre Grand Frère. C'est pourquoi les mêmes méchants ont parfois fini par y apparaître, y compris Lex Luthor qui s'avère être au départ un ami d'enfance. Mais la présence de Perry White, Jimmy ou Loïs dans ce passé était impossible. Parce que la chronologie aurait été contredite, mais surtout, et encore une fois, pour des raisons de droit, donc de sous. De même que le personnage principal s'appelait différemment, il ne pouvait être entouré que de gens de noms différents, y compris ses parents adoptifs, absents du présent de Superman parce que morts. Tout cela pour ne pas verser de royalties. Pas de problème. Les scénaristes inventèrent Pete Ross, camarade de classe de sexe masculin et témoin involontaire du secret de Superboy, pour tenir lieu de Jimmy Olsen, pas encore né de toute façon. Et une camarade de sexe féminin, Lana Lang, inventée en 1950, dans le rôle de la copine qui cherche à démasquer Superboy, tout comme Loïs. Couleur des cheveux mise à part, la version jeune de Lana était une photocopie peu imaginative de Loïs, y compris pour les initiales et le même nombre de lettres dans les noms. Elle mettait un tel entrain dans ses complots de démasquage que Clark alias Superboy pensait que c'était une peste, et il le dira bien des fois. Elle sera aussi souvent punie de façon tarte à la crème pour cela, en une routine très bibique et coyote. Ce qualificatif de peste résume la Lana de l'âge d'argent. Car, très vite, DC Comics décida d'utiliser la version adulte dans Lois Lane Superman Girlfriend, un titre de rival, et on peut le dire, d'ennemi juré dans ce titre. La raison d'être de Lois est d'être la petite amie de Superman. Donc, dans son propre titre, le principal moteur des intrigues était, tout du moins dans les premières années de publication, que ce qualificatif pût lui être contesté. Elles furent nombreuses à essayer, mais Lana était la plus récurrente, malgré leur séparation d'avec Superman. On ne sait pas trop comment elle s'est produite, et le détail n'a guère d'importance. J'en ai rien à foutre. Si ce n'est qu'ils étaient trop jeunes pour être bien sérieux, qu'en grandissant ils se sont éloignés, ce qui arrive à beaucoup d'entre nous. Tu sais, Robin, ça n'a aucun impact. Josh Mankey, c'est de l'histoire ancienne pour moi. Quoi? On s'est éloignés, c'est la vie, c'est comme ça. Reste que si elle s'entendait à mener une vie d'enfer à Clark alias Superboy, dans le titre du même nom, Lana était encore pire en tant qu'adulte, prompte à intriguer de façon ignoble pour détruire la relation de Lois et Superman et à montrer son sourire narquois chaque fois qu'il lui semblait marquer des points. Je ne donne pas dans les clichés d'habitude, mais c'était souvent à effectivement se demander si Lana n'avait pas d'âme. Les voyages dans le temps, qui arrivaient souvent à l'époque, n'étaient pas de tout repos pour Lois. 9 fois sur 10, elle croisait un sosie de Superman, mais aussi de Lana. Un ancêtre possible? Par exemple, dans Lois Lane, Slave Girl, ancêtre Lana est nommée Julia. Elle est l'esclave en chef, et bien qu'elle ne connaisse la nouvelle esclave, Lois, que depuis 10 minutes, Julia la déteste aussitôt et l'envoie faire des tâches toujours plus dures. Mais quelle charmante femme! Quant à l'histoire qui met Lois dans la peau de Cendrillon,
l'une des vilaines demi-sœurs, est un sosie de Lana. Et ce rôle la résume et lui convient à merveille. Acharnée à vouloir le même homme que l'héroïne et à faire son malheur, tout en ayant peu de mérite et un sale caractère. Elle fut aussi Lucrèce Borgia, qui empoisonnait ses rivales. Comment expliquer qu'elle ait pu perdurer? Eh bien, d'abord, Superboy aurait été très ennuyeux à lire si le lecteur, n'ignorant évidemment pas que le titre Superman existait, avait eu des difficultés à s'investir dans les histoires impliquant Lana, si on était certain que cette dernière serait forcément remplacée un jour par une autre femme. Ou l'idée de faire soudain planer ce suspens chez les versions adultes. Paradoxal, car il semblait malgré tout que Lana avait été oubliée pendant 15 ans. Oui. Mais les éditeurs d'alors se moquaient de la continuité et de sa cohérence. Ce qui comptait, c'était de ne pas risquer un effondrement des ventes de Superboy. L'autre raison était qu'un succès de librairie d'alors était Archie Comics, ce même titre y a inspiré Riverdale. L'une des caractéristiques du titre était qu'Archie ne s'était jamais décidé entre la gentille Betty et la peste Véronica. Un suspense qui a longtemps entretenu les ventes. Donc, tout le monde s'est mis à copier le dit triangle amoureux d'ici, comics compris. La preuve, Jimmy Olsen ressemble à Archie. Il y avait là un potentiel de couverture piège à achat, destiné à nous faire croire que Superman pourrait changer d'avis en cours de route. Mais bien sûr. Mais personne n'y a jamais cru. Lois avait 12 ans d'existence de plus que Lana, elle avait toujours été le love interest alpha, ayant à ce titre la préférence de la majorité du public. Le soi-disant suspense était très artificiel. Ça transparaissait même dans le courrier des lecteurs. Mais ça en attendant donnait des histoires bizarres où l'on apprenait que dans une réalité parallèle, Superman était apparemment mormon et avait épousé les deux, qu'un jour il avait voulu épouser Lana Lane, le résultat de la fusion temporaire des deux femmes, qu'au contraire dans un récit imaginaire, qui sont les ancêtres de nos réalités alternatives, c'était Superman qui s'était séparé en deux, chacun épousant une femme différente, voire que, délibérément, et toujours dans un récit imaginaire, il avait épousé Lana, ce fut la seule fois, mais que ça finissait mal. Bah oui, avec elle c'est toujours fichu d'avance, donc autant mettre les choses au point. La preuve, quand c'était Lois qui acquérait des super pouvoirs sans sensibilité à la kryptonite, ça se passait bien. Mais Lana, qui avait acquis des pouvoirs, ne craignait pas la kryptonite, le sauvait tout le temps et partait parce que Superman se sentait émasculé. Respecter la fierté du mal. C'était donc bien les années 1950. Car, sinon, dans toutes les histoires imaginaires, Lana, c'était plutôt la héros de secours, la femme que Superman épousait en dernier recours, pour ne pas rester seule si Lois n'était plus disponible, parce que morte ou déjà mariée. Dans les années 1970, on tentera de moderniser Superman en le rendant insensible à la kryptonite, ce qui ne durera pas longtemps, et en l'envoyant travailler pour une chaîne de télé parce que la presse écrite dans les années 70, c'était déjà trop ringard. Ce qui veut dire que sous l'œil constant d'une caméra, Clark Kent avait en fait encore plus de difficultés qu'avant à trouver où se cacher pour sa transformation. Bravo, les génies. Ah oui, et comme Lana avait décidé de présentatrice télé, elle devenait sa nouvelle collègue. Enfin, pour peu de temps. En fait, Lana émigrera en Europe, et Superman sortira pour la première fois avec Lois dans les années 70. Dès la fin des années 1960 et après 10 ans de vacherie, Lana redevenait très secondaire, y compris ado, car le titre Superboy tournera dorénavant autour des team-up de celui-ci avec la Légion du Futur, et le triangle était abandonné. Avec le succès du premier film, en 1979, l'intérêt revient pour le Superman classique. Il sort avec Lois et travaille pour le Daily Planet dans le film. Donc, en accord dans les comics, il revient travailler avec Lois au Daily Planet sur la réalité de Terre 1, tandis qu'il épousait enfin Lois sur Terre 2 en 1979. Vous ignoriez qu'il existait deux réalités peut-être ? Celle de l'âge d'or a débuté en 1938, Terre 2, où les héros étaient plus vieux, ou à la continuité principale, Terre 1, des âges d'argent, puis de bronze, inventée pour expliquer les contradictions scénaristiques des deux âges. Je vous sens confus. Les auteurs de DC ont fini par le devenir eux aussi, et en 1986, ils lancent un très grand événement, Crisis on Infinite Earths. Il verra disparaître toutes les réalités alternatives et leurs habitants. Une seule Terre, New Earth, résultera du chaos.
Les histoires y recommenceront depuis le tout début. Mais rassurez-vous, Superman et Lois, version Terre 2, n'étaient pas morts, réfugiés dans une dimension de poche. Ceux de Terre 1, donc ceux de l'âge d'argent, non plus en fait. Après l'événement, Alan Moore écrira leur barreau d'honneur « Whatever happened to the man of tomorrow ». Lana, ayant en Superman, affirmait qu'il respectait, chez elle, le fait de lui rappeler son passé heureux et qu'il voulait ménager sa susceptibilité. En effet, depuis 2 ans, Lana tournait autour de Clark à la place sous l'influence malheureuse du nanar Superman 3, où Lana n'avait un rôle important que parce que Margot Kidder, alias Lois, était indisponible. Pas étonnant que Superman Returns ait ignoré ce film. C'est pas vrai. Elle s'incrustait depuis 30 ans, la Lana. Que quelqu'un fasse donc quelque chose. Rassure-toi, il va effectivement lui arriver des bricoles dans cette histoire. Mais tout ça, en attendant, c'était l'une des seules raisons pour lesquelles Superman n'osait pas demander la main de Lois, seule femme qui comptait pour lui depuis qu'il était devenu adulte. Bizarre qu'on se préoccupe encore de ce que Lana allait penser, mais Alan Moore, lecteur influencé par les années 1950, l'a réintroduite comme un obstacle majeur dans cette histoire, alors qu'en réalité elle avait cessé de poser problème depuis 20 ans concernant l'identité Superman. Et puis vouloir ne jamais faire de mal à Lana, tu parles, souvenez-vous des punitions tarte à la crème. Ça reste du Alan Moore, donc presque tout le monde meurt. Supergirl, elle était depuis Crisis on Infinite Earths, Crypto, la plupart des méchants, Pete Ross, Jimmy Olsen et Lana, grillée au 28e degré par Lightning Lord. Arrête, je vais faire un nerdgasme. Son identité révélée, Superman version Terre 1 perd aussi ses pouvoirs, en sorte qu'il adopte un 3e déguisement, celui de Jordan Elliott le garagiste, et sous lequel il épouse Lois, lui fait un fils qui s'appelle Jonathan, et ils vivent heureux. Que croyez-vous qu'il allait faire d'autre? Seules ses responsabilités envers le monde lui faisaient jusqu'alors fuir les engagements. Dans l'univers baptisé Post-Crisis, un nouveau Clark Kent grandit sans perdre ses parents adoptifs, car dans Superboy, on s'était habitué à eux, et sans être Superboy, portant son costume pour la première fois à Metropolis. Ah oui. Et sans sortir avec Lana. Ce sera pas la première fois d'ailleurs, sur la réalité Terre 2, ils ne se connaissaient même pas, ne se croisant qu'une fois Clark marié à Lois. Sur New Earth, Pete et Lana, qui finiront d'ailleurs par se marier, avaient été conservés pour peupler le passé de Superman, mais ça reste sa seule utilité actuelle. Elle est une amie platonique, disons même que Clark la traite comme une sœur. C'est elle, et non plus Pete, qui est l'amie de jeunesse connaissant le secret d'identité de Superman. Elle est aussi la tante adoptive de Supergirl, au lieu que cette dernière ne vive dans un orphelinat comme avant la Crisis. Disons qu'on lui cherchait une utilité, car Lana Post-Crisis est un artefact, comme Tante May. Un personnage qu'on conserve par habitude pour respecter la mythologie, bien qu'il ait perdu toute utilité scénaristique. Oui, enfin, ceci pris que Tante May, elle est sympa. En effet, sans surprise, Superboy ne sera désormais jamais plus qu'un jeune clone de l'original. Et Superman épouse Lois en 1996 seulement voilà. Lana Professeur Crazy avait traîné ses guêtres pendant 30 ans. En sorte qu'on s'y était habitué. Par effet comparable au syndrome de Stockholm. Sans doute. Et Love Interest Beta de Superman la résume dans l'esprit du public. Bien qu'encore une fois, ça fait 30 ans aussi qu'ils ne sont qu'amis. Ou 75 ans sur Terre 02. Plus fort encore à la des fans. Parmi eux, les auteurs Chuck Austin, John Byrne, enfin ce qu'il paraît, et Annette O'Toole, la future Martha Kent de Smallville qui a joué son rôle pour cette raison. Pourquoi ces gens existent? J'en sais rien. C'est comme ceux qui détestent les frites, un vrai mystère. Annette O'Toole elle-même avouera qu'elle ne savait pas pourquoi. Ah ben on se disait aussi... Non, franchement, ça devrait pas être Belle qui devrait illustrer Stockholm, mais Lana. Mais du coup, dans la première adaptation qui utilisera Lana, et elles ne sont pas si nombreuses, c'est-à-dire les films Superman des années 80, elle sera d'abord une figurante du passé,
avant d'être incarnée par Annette dans le 3e film. L'unique raison à ça, rappelons-le, est l'absence de Margot Kidder, alias Loïs, alors fâchée avec la production. On vous avait déjà parlé du phénomène de la roue de secours, mais Exit Lana dans le 4e film, dès le retour de Margot. Reste que le personnage était sympathique à Annette O'Toole, ce qui laisse perplexe sur la connaissance qu'elle a de ce dernier. Et c'est pourquoi elle s'efforcera de le rendre tel, mais il n'y avait pas de rival pour jouer les pestes après tout. Mais son rôle n'est pas très mémorable, et le film aussi. S'effaçant derrière son fils, Rick, celui qui ramènera Superman à la raison. À cause du film, et de quelques autres adaptations post-crisis, vous vous rappelez peut-être de Lana comme de la Girl Next Door, pas bien dangereuse. C'est ce qu'elle était dans la série télé Superboy en 1988, et dans une certaine mesure, la série d'animation des années 1990, en dépit d'un côté encore un peu peste manipulatrice. Oui, elle trahit son mec et elle est complètement inconsciente puisque c'est Lex Luthor. Tu sais que je tiens vraiment à toi. Tu es comme... Clark Kent, je te jure que si tu dis que je suis comme ta sœur, je retourne dans les bras de Lex. Pardon, mais je sais que tu rencontreras le grand amour un jour. J'espère que toi aussi, tu le mérites. Hé, Smallville! Bouge-toi un peu, Perry a du travail à nous confier. Et oui, elle a quand même admis que le grand amour de ce dernier est ailleurs. Les scénaristes de Lois et Clark devaient en revanche avoir été inspirés par la pre-crisis, dans cet épisode situé dans une dimension parallèle. Lois est portée disparue, d'où la surprise que celle que nous connaissons, quand elle débarque là. Pire, Clark n'est pas devenu Superman et ne la connaît pas. Donc, il est fiancé à Lana. Killa est blonde, comme les erreurs de coloriage devaient parfois paraître. Et c'est une peste, pour pas changer. Ici, elle insiste égoïstement pour que Clark n'use pas de ses pouvoirs faire le bien, pour ne pas être remarqué des autorités, et quant au fait qu'elle est la seule à le comprendre. Ils te boucleraient dans un de leurs laboratoires pour t'examiner, faire un tas d'expériences sur toi, et même si tu te sauvais, tu n'aurais plus de vie à toi. On n'aurait plus de vie à nous. Personne ne pourra jamais t'aimer plus que je t'aime. J'en suis sûr. Personne ne te comprendra aussi bien. Ça, c'est pas sûr. Clark l'oublie dès qu'il rencontre Lois et devient Superman sous son influence. C'est une impression bizarre. Je sais qu'il faudrait que je vous laisse. Je sais aussi que je devrais pas vous parler, mais c'est... Quoi? Je ne peux pas. Non, attendez, je ne peux pas. Non, vous avez raison, c'est stupide, pardonnez-moi. Non, c'est juste que ce n'est pas... Non, mais c'est si fort, ce que j'éprouve quand nous sommes tous les deux. Et je n'y peux rien. Mais qu'est-ce que tu fais? Lana, Qu'est-ce que ça veut dire? Oh, ça va, hein, arrête. Loïs. C'est Superman. Je veux que tout reste comme avant, comme tu me l'avais promis. Ou sinon... Ce qui rend le retour de Lois auprès de son Clark d'origine bien douloureux pour ce Clark-là. Une fois ses fiançailles rompues, cela le motive à rechercher si sa Lois est vivante. Est-ce que Lana vous a donné son accord? Lana a dit de choisir entre elle et Superman. Oh mon Dieu, je suis sincèrement désolée. Si seulement la peine qu'elle me fait n'était pas si dérisoire, comparée à la peine que vous me faites. Dur de reconnaître que l'amour peut être doux pour certains hommes et si cruel pour d'autres. Qu'il soit quelconque ou presque Dieu. Car il n'a besoin que d'elle, souvenez-vous. N'importe quel idiot le sait. Le site redboots.net s'exprime de la sorte sur Lana. Ironiquement, les lecteurs fanboys se souviennent souvent de Lana Lang comme de la gentille fille du coin, mais la plupart du temps elle était tout, sauf gentille. C'est donc pas que nous qui le disons. En effet, Lois, même pendant l'âge d'argent, était toujours celle qui faisait preuve de compassion. Par exemple, la recueillant en tant que quasi-clodo à sa première apparition adulte notamment. Appelant Lana une amie, l'aidant même si c'était une rivale, s'excusant après les disputes ou proposant de se sacrifier, en apprenant que seule l'une d'elles pouvait survivre. Tandis que Lana rabaissait son sens du sacrifice en le qualifiant de ruse, exhibait sa joie féroce de la voir perdre apparemment des points, et même longtemps après avoir effectivement perdu, ne sera jamais à court de vacherie à sortir. Va la fermer, oui? Si j'entends encore un mot sortir de l'éolienne à merde qui te sert de bouche, je te la cloue à la graffeuse! La Lana Lang du début fut une pâle copie qui ne valait pas l'original,
et une quatrième pointe de triangle amoureux bien inutile, car il existait déjà un triangle passionnant, celui de Lois, Clark et Superman. Puis elle fut un artefact destiné à peupler le décor, qu'il fallait réinterpréter complètement différemment pour le rendre supportable aux spectateurs. Et bien souvent, ce fut une vraie garce, à l'occasion une némésis. Genre la fois où elle envoyait Lois dans la zone fantôme. Je suis pas très sûre, mais je crois que je la déteste. Mais ce n'était pas une Mary Sue. D'où donc sort ce problème d'écriture nouveau pour ce personnage, et propre à Smallville. Alfred Goff et Mal Millar, les auteurs, appartiendraient-ils eux aussi à la secte des supporters de Lana? Des goûts et des couleurs, on discute pas bien sûr. Après tout, il y a des fans de Tintin qui préfèrent Séraphin Lampion à Haddock, Tournesol ou Milou. Ne les jugeons pas là-dessus. Le souci, c'est qu'ils voulaient apparemment nous convaincre et qu'ils n'avaient pas d'argument. Et puis connaissent-ils l'univers de Superman pour commencer? On peut en douter, vu qu'au départ, quelle surprise, c'était Batman qui les intéressait. En 2000, ils proposent à la Warner une série télé centrée sur la jeunesse de Bruce Wayne. Nous n'aurons finalement pas Gotham avant 2014, car à l'époque, Warner Bros. Craignait une interférence avec un autre projet centré sur un Bruce jeune, le film Batman Begins, alors en préparation. Ah, ce cher Batounet. Tout le monde n'aime que lui, donc il est partout. N'ayant plus le choix, Alfred Goff et Mal Millar réadaptent leur projet pour le premier grand héros célèbre qui leur vient ensuite à l'esprit, Superman. Mais qui ne sera pas Superboy, conformément à la caractérisation post-crisis, et n'aura même jamais de costume. On peut pour cette raison voir en Smallville la première adaptation sombre de ce héros. C'est aussi la première sans Superman dans le titre. Bref, pendant longtemps, tout sera dans la suggestion. Toute idée de subtilité abandonnera les scénaristes en revanche quand il s'agit de Lana Lang. Certes, vu l'époque concernée, les téléspectateurs s'attendent à la voir, mais Alfred Goff et Mal Millar l'ont décrite tel un fantasme d'adolescent. C'est qu'ils doivent être masochistes dans ce cas. Et croyez-moi, ça, les spectateurs allaient le sentir passer. D'abord, ils organiseront son casting avant celui de Clark. Ils diront, dans les commentaires audio des DVD de la saison 8, que Lana était, je cite, la vraie magie de la série, au point d'oublier qu'elle n'était pas censée être le rôle principal. Christine Kreuk, l'actrice retenue, est un choix étrange. Certes, elle est jolie, d'ailleurs ses rôles précédents Blanche-Neige et suivant La Belle dans le remake de la série télé La Belle et la Bête le prouvent. Ce sont deux héroïnes de conte, censées être les plus belles femmes au monde. Est-ce à dire qu'Alfred Goff et Mal Millar voulaient qu'on perçoive Lana comme telle? Christine Kreuk est aussi visiblement d'ascendance chinoise. Et alors me direz-vous, Dane Kane avait bien incarné un Superman à un quart japonais dans Lois et Clark. Mais la directrice de casting avait alors expliqué qu'il en retirait un aspect insolite, imputable au fait qu'il est alien. Lana n'est-elle ni alien, ni d'origine asiatique. Ses parents, les trois, une histoire compliquée sur laquelle on reviendra, sont tous caucasiens. Donc, c'est une beauté inexplicablement exotique. Check. Malgré cette beauté, on préféra la faire doubler par un mannequin spécialisé lors d'une scène en sous-vêtements, alors qu'elle saute d'un plongeoir dans la saison 1. Physiquement, Lana devait donc nous paraître irréprochable. Enfin, et contrairement au personnage d'origine, elle est donc pas rousse, mais brune. Encore une fois, on pourrait juste hausser les épaules. C'est très loin d'être la première fois qu'un acteur ne ressemble pas tout à fait au personnage d'origine. D'abord, comme déjà dit, Lana est blonde dans Lois et Clark. Et puis Braden Roose et Dan Kane avaient été des Supermen aux yeux bruns. Batgirl, qui est rousse, devient blonde dans Batman et Robin. Alicia Master, caucasienne rousse, est afro-américaine dans les 4 Fantastiques de 2005 et rousse afro-américaine dans la série d'animation de Moonscope. Johnny Storm, caucasien blond, est lui aussi afro-américain dans les 4 Fantastiques de 2015, tout comme Heidal dans le film Thor. Liz Allan, qui est blonde, devient hispanique dans Spider-Man Homecoming. Avez-vous remarqué qu'aucun de la dizaine des comédiens ayant incarné Jimmy Olsen n'a trouvé moyen d'être roux, comme lui? C'est du roussisme. Tandis que sa bien-aimée blonde, Lucy Lane, n'est interprétée que par des brunes. Et dans Smallville, justement, Pete Ross passe de blond à afro-américain. Donc, Lana brune, où est le problème? Eh ben, le problème, c'est qu'on pense que Christine aurait sans doute été plus convaincante en Lois Lane à cause de ce détail, et là, ça nous a frappé. Goff et Millar ont peut-être inconsciemment donné à cette Lana une apparence proche de la femme de la vie de Superman, parce que, faute de l'avoir à sa place,
Il voulait en profiter le temps que ça durerait. La série a eu 10 saisons, et Loïs est finalement bien apparu, mais personne ne pouvait prédire sa longueur à ce stade. Et nous n'en sommes qu'au casting alors que rien n'a encore commencé. Ah bah croyez-moi, l'histoire à venir ne fera qu'enfoncer dans votre gorge que Lana, elle est trop géniale d'abord. Pour ne rien rater de la suite, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous souhaitez nous suivre sur les réseaux sociaux, c'est par ici. Et bien sûr, si tout cela vous a plu, et n'hésitez pas à le partager. Évidemment, si vous oubliez, je pourrais bien demander à une collègue de venir envahir et pourrir votre dernière histoire préférée. C'est vous qui voyez.